Ma femme infidèle m'a dit « Ce n'était qu'un rendez-vous avec un homme. » Et le pire, ce n'est pas la phrase. C'est le calme avec lequel elle l'a dite. Comme si elle m'annonçait qu'elle avait pris une baguette en rentrant. Ce soir-là, j'ai compris que mon mariage était déjà mort, et que j'étais probablement le dernier à avoir reçu l'information. Je m'appelle Julien. J'ai 38 ans. Je travaille dans la gestion de patrimoine à Lyon. Costume sobre, agenda blindé, café tiède oublié entre deux rendez-vous clients. La routine chic et légèrement déprimante du type fiable, qu'on appelle quand il faut signer quelque chose d'ennuyeux. Ma femme, Claire, 36 ans, chef de projet dans une boîte de communication près de Pardieu, brillante, rapide, toujours un mot d'avance, le genre de femme capable d'obtenir un geste commercial en 3 phrases et un sourire. Nous étions ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5, un appartement propre dans le 6e, un syndic pénible, une mutuelle hors de prix, des vacances réservées trop tôt et annulées trop tard. Bref, un couple français très banal, avec des bulletins de salaire corrects et des conversations sur le prix du beurre. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était solide. Pas parfait. Solide. C'est plus élégant. Plus adulte aussi. On ne se jurait plus l'éternité sur les quais de Saône. On se demandait qui passait à la boulangerie, et si la CAF avait encore mal compris un document, ce qui, à mon sens, est une forme d'intimité bien plus sérieuse. Puis, vers le début du printemps, Claire a commencé à finir tard. Au début, rien d'alarmant. Une campagne urgente, un client insupportable, une équipe en retard, le folklore normal des gens qui travaillent dans la communication et prétendent que tout est stratégique. Elle rentrait à 21h, parfois 22, posait son sac, disait « Je suis rincée », filait sous la douche et laissait son téléphone face contre table. Détail minuscule, mais nouveau. Avant, son portable traînait partout, comme un objet sans intérêt. Là, il était devenu une pièce à conviction qui se prenait pour un bibelot. J'ai remarqué d'autres choses. Son parfum remis avant de rentrer. Pas tous les soirs, juste certains. Un rouge à lèvres effacé, puis refait. Des réponses plus courtes. Des absences au milieu de mes phrases. Comme si elle m'écoutait, depuis une autre pièce, alors qu'elle était assise en face de moi. Un mardi, elle a souri à un message pendant le dîner. Pas un sourire franc. Pire, ce petit sourire privé qu'on réserve aux gens qui n'ont pas encore eu le temps de vous décevoir. J'ai demandé « Bonne nouvelle du bureau ». Elle a répondu « Un truc bête ». Et elle a verrouillé l'écran. J'ai hoché la tête. Parce que, à mon âge, on n'interroge pas quelqu'un sur un truc bête. On note. C'est tout. 2 semaines après, je devais rejoindre un client vers Bellecour. Rendez-vous annulé au dernier moment. Miracle rarissime. J'ai décidé de rentrer plus tôt, de passer chez le caviste, de jouer au mari civilisé capable d'arriver avec une bonne bouteille un jeudi. Sur le trottoir, en face d'une brasserie près des Jacobins, je l'ai vue. Claire. Pas seule. En face d'elle, il y avait Marc, son ex, celui dont elle parlait parfois comme d'une vieille erreur de jeunesse, avec ce ton supérieur que prennent les gens quand ils veulent enterrer quelque chose, sans vraiment le quitter. Je le connaissais vaguement par photo. Barbe nette, veste trop souple, assurance de type qui n'a jamais payé la moitié d'un lave-vaisselle en panne. Il n'avait pas l'air de 2 anciens camarades qui prennent des nouvelles. Ils avaient l'air de 2 personnes qui reprennent une conversation interrompue trop tard. Elle riait, lui touchait son poignet, et sur la table, il y avait 2 verres de vin. Pas des cafés de collègues pressés. Non, du vin. Le mensonge avait déjà commandé l'entrée. Je suis resté immobile, ridicule, comme un plot de chantier, bien habillé. Je n'ai pas fait de scène. Je ne suis pas ce genre d'homme. Les humiliations publiques sont un loisir pour amateurs. Pas pour moi. J'ai traversé la rue. Je me suis arrêté devant leur table. Claire a levé les yeux. Son visage a blanchi une demi-seconde. Puis elle s'est recomposée. C'était presque admirable. « Julien, qu'est-ce que tu fais là ?» a-t-elle demandé, comme si j'étais l'élément imprévu d'un scénario qu'elle avait pourtant écrit. Marc, lui, a eu l'élégance médiocre de se lever à moitié. J'ai regardé les verres, puis elle, puis lui, et j'ai dit « Manifestement, je dérange une réunion très professionnelle. » Claire a pincé les lèvres. «
Tu exagères. J'ai souri. Ce sourire sec qui annonce rarement une réconciliation. Bien sûr, un jeudi soir, du vin, un ex et probablement un PowerPoint sur la fidélité conjugale. Marc a pris sa veste, a murmuré un truc du genre « Je vais vous laisser ». Ce qui était pratique, vu qu'il n'aurait jamais dû être là. Claire m'a lancé un regard noir. Pas honteux, noir. Comme si j'étais celui qui compliquait sa soirée. Et c'est là que j'ai compris que le problème n'était pas seulement ce rendez-vous. Le problème, c'est qu'elle ne se cachait déjà presque plus. Le problème, c'est qu'au fond, elle pensait avoir le droit. Je suis parti sans hausser la voix, sans renverser de verre, sans jouer les maris tragiques pour les tables voisines. Dans le métro du retour, j'ai regardé mon reflet dans la vitre, et je me suis dit une chose très simple. Soit j'étais devenu fou, soit mon mariage venait de basculer. Et en rentrant à l'appartement, une odeur de son parfum flottait encore dans l'entrée, alors qu'elle n'était pas là. Et sur la console, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé. La vieille clé de son premier appartement, celle qu'elle m'avait juré avoir rendue à son ex, était posée juste devant moi, comme une signature, ou comme un défi. J'ai pris cette clé entre deux doigts, comme si elle pouvait me salir. Ridicule réflexe. Parce que, à ce stade, ce n'était plus le métal le problème. C'était ce qui l'ouvrait encore dans sa vie. Et manifestement, ce n'était pas seulement une vieille porte. Claire est rentrée 40 minutes plus tard. Ni pressée, ni paniquée, juste agacée, comme quelqu'un qui retrouve une fuite sous l'évier alors qu'il avait prévu une soirée tranquille. Elle a posé son sac, m'a vu assis dans le salon avec la clé sur la table basse, et son visage a eu cette microseconde de flottement que seuls les menteurs connaissent vraiment. Celle où le cerveau cherche l'angle, pas la vérité. Tu fais quoi, dans le noir? Elle a demandé, je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. C'était nouveau entre nous. Avant, notre appartement était plein de sons ordinaires. La bouilloire, Netflix, les notifications WhatsApp, des banalités de couple. Ce soir-là, on aurait dit la salle d'attente d'un notaire. J'étais avec mon ex. Ce n'était qu'un rendez-vous. Elle a fini par lâcher, avant même que je parle, comme si elle voulait contrôler le vocabulaire avant de perdre le contrôle du reste. J'ai levé les yeux vers elle. Tu vois, c'est fascinant. Tu mens encore, alors que j'ai déjà les images. Elle a croisé les bras. Posture de défense. Menton haut. Claire n'avait jamais plaidé coupable de sa vie, même quand elle brûlait des pattes devant preuve matérielle. Arrête ton cinéma, Julien. Tu me surveilles maintenant. J'ai regardé cette femme avec qui j'avais partagé 8 ans, un déménagement sous la pluie, 2 enterrements familiaux, 3 vacances ratées et un prêt immobilier en négociation. Et j'ai compris quelque chose de glaçant. Elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait. Elle regrettait que j'ai interrompu la scène. Je ne te surveille pas, Claire. Je suis tombé sur toi. Nuance. Et ce que j'ai vu, ce n'était pas un hasard de calendrier. C'était un rendez-vous, avec du vin, des sourires, et cette clé. Elle a jeté un coup d'œil à la table. Puis elle a eu le culot de soupirer. La clé ne veut rien dire. J'ai eu un rire bref, sans joie. Évidemment, en France, les clés retournent seules chez les ex. C'est sûrement un dispositif écologique. Elle s'est approchée. Plus dure. Tu deviens contrôlant. C'est exactement pour ça que je ne te dis plus rien. Ça m'a coupé le souffle. Non pas par douleur, par absurdité. Ce tour de passe-passe moral où l'on trahit quelqu'un, puis on lui reproche de mal réagir. C'est une gymnastique que je recommande uniquement aux gens souples et sans conscience. Contrôlant, j'ai répété. Parce que je demande pourquoi ma femme dîne avec son ex en me disant qu'elle travaille tard. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'était qu'un date. Arrête d'en faire un drame. Elle a dit ça en anglais. Date. Avec l'aplomb d'une consultante RH qui recadre un malentendu entre collègues. Et à cet instant, j'ai senti quelque chose se décrocher en moi. Pas une explosion. Pas un grand chagrin lyrique. Non. Quelque chose de plus net. Plus froid. Le moment exact où l'amour cesse de vous défendre contre l'évidence. Je me suis levé. Je suis allé dans la chambre. J'ai pris un sac de voyage. Quelques chemises. Mon ordinateur. Des papiers. Mon chargeur. Mon rasoir. Les gestes étaient calmes. Presque administratifs. Derrière moi. Elle me suivait en parlant.
Tu fais n'importe quoi. Tu dramatises. On peut discuter demain. Discuter demain. Magnifique formule pour enterrer vivant ce qui s'est passé aujourd'hui. Je me suis tourné vers elle. Non. Justement, on ne va pas discuter demain. Parce que aujourd'hui, tu viens de m'expliquer que tromper ton mari, c'est une nuance de vocabulaire. Son regard a changé une seconde. Elle a peut-être compris que je n'étais pas en train de jouer au blessé théâtral, que j'étais déjà parti intérieurement. Tu vas vraiment partir pour ça ? Elle a demandé, et ce pour ça m'a presque fait sourire. 8 ans réduits à 1 pour ça. C'était élégant, dans un genre monstrueux. Je pars parce que tu ne vois même pas le problème, ai-je dit. J'ai fermé le sac, pris mon manteau, et je suis sorti. Dans l'ascenseur. J'ai senti mes mains trembler pour la première fois. Dehors, l'air de Mars était humide. Lyon brillait de cette façon, un peu sale, après la pluie. J'ai marché sans but jusqu'à un hôtel, près de Perrache. Un endroit correct, impersonnel, moquette triste, réceptionniste fatigué. Exactement ce qu'il me fallait. J'ai posé mon sac dans la chambre. Je me suis assis au bord du lit et j'ai attendu qu'elle appelle. Pas pour revenir, juste pour voir si quelque chose en elle se réveillait. 1 heure. Rien. 2 heures. Rien. Seulement un message à minuit 17. Tu abuses ? Pas où es-tu ? Pas rentre ? Pas on parle. Juste tu abuses. Le chef-d'œuvre était complet. Le lendemain matin, j'ai pris un café brûlant dans un gobelet en carton et j'ai appelé mon ami Romain, avocat en droit immobilier. Pas en divorce, mais assez cynique pour être utile. Il m'a écouté 2 minutes avant de dire « Ne rentre pas sans réfléchir. Change tes mots de passe. Récupère tes relevés. Et surtout, ne sous-estime jamais quelqu'un qui se croit moralement supérieur alors qu'il a déjà un pied dehors. » Vers midi, j'ai allumé mon téléphone professionnel, 36 mails, 2 clients anxieux. La vie continuait avec son tact habituel, et au milieu de tout ça, une notification bancaire a attiré mon attention. Un paiement que je ne reconnaissais pas, effectué 3 semaines plus tôt, dans un petit hôtel à Annecy, un mardi où Claire m'avait juré être en séminaire à Grenoble. Là, j'ai compris que le dîner d'hier n'était probablement pas le début de l'histoire, juste le premier moment où le rideau s'était mal refermé, et en ouvrant nos relevés communs, j'ai vu une deuxième ligne qui m'a fait relever la tête d'un coup, un virement régulier, discret, parti de notre compte joint vers un nom que je connaissais très bien, Marc Delmas, son ex. Exactement, Marc Delmas. Et ce n'était pas un hasard, c'était le début d'autre chose, de beaucoup plus sale. Je suis resté immobile devant l'écran, avec ce virement affiché comme une mauvaise blague comptable, sauf qu'il n'y avait rien de drôle. 3 virements en 2 mois, jamais très élevés, assez petits pour passer sous le radar d'un couple occupé, assez réguliers pour raconter une histoire. Marc Delmas, libellé propre, aucune imagination, le genre d'homme qui prend l'argent des autres avec son vrai nom, presque par élégance. J'ai rappelé Romain, il a décroché en mâchant probablement un sandwich hors de prix, payé par un client en détresse. Dis-moi que tu regardes ça pour quelqu'un d'autre. Il a lancé « Non, c'est bien ma vie, malheureusement. » Il a écouté en silence. Puis il a dit « Ne confronte rien tout de suite. Documente tout. Et surtout, vérifie si ta femme finance une histoire de cœur ou une catastrophe ambulante. » Formulation charmante. Typiquement lui, j'ai passé la journée à travailler en automatique. Costume bien coupé, voix calme, mail carré, pendant qu'à l'intérieur, je recomposais 8 ans de mariage comme un expert d'assurance après un incendie. Le soir, je suis retourné à l'appartement, pendant que Claire était censée être au bureau. J'avais encore mes clés. Après tout, j'étais chez moi, drôle de détail juridique, quand on se sent déjà étranger dans son propre salon. Tout était impeccable. Coussins alignés, vaisselle rangée, cette propreté presque insultante des gens qui mettent de l'ordre autour d'eux quand leur vie ressemble à une décharge. J'ai ouvert son bureau, puis le deuxième tiroir de la commode, puis la boîte où elle gardait d'anciens papiers. J'aurais préféré me découvrir jaloux que méthodique, mais visiblement on peut être les deux. J'ai trouvé des choses banales, des ordonnances, des tickets de caisse, une carte vitale expirée, et puis une enveloppe Kraft pliée en 2, sans nom dessus. À l'intérieur, il y avait un contrat de prêt entre particuliers.
Non signé par notaire, juste rédigé à la va-vite. Claire prêtait 12 000 € à Marc. 12 000. J'ai relu 3 fois. Non pas parce que c'était compliqué, mais parce que le cerveau refuse parfois les évidences quand elles sont vulgaires. Marc avait soi-disant un passage difficile. Une histoire de société qui n'avait pas été payée. De trésorerie coincée. Le genre de récit assez flou pour séduire quelqu'un qui a besoin de se sentir indispensable. Ce qui, chez Claire, avait toujours été son angle mort. Elle n'aimait pas les faibles, sauf quand elle pouvait les sauver en secret et se prendre pour une femme exceptionnelle. J'ai continué à fouiller. J'ai trouvé une réservation d'hôtel à Annecy, 2 nuits, faite sous son nom, un mardi-mercredi, et un mail imprimé. Pourquoi imprimé? Mystère de quadragénaire paniqué, où Marc écrivait « Tu sais que sans toi je coule. Toi au moins tu crois encore en moi. » J'ai fermé les yeux 2 secondes. Voilà donc le triangle. Moi, le mari fiable qui paye ses charges à temps. Claire, la femme brillante qui s'ennuie de sa propre discipline. Et Marc, le rescapé permanent qui transforme sa médiocrité en charme de blessé. On aurait dit une mauvaise série française subventionnée. Sauf que c'était mon compte joint, mon appartement, ma vie. J'ai pris des photos de tout. J'ai transféré les documents sur mon cloud. Puis, j'ai refermé chaque tiroir avec une précision presque affectueuse. Je ne voulais pas qu'elle sache encore ce que je savais. En sortant de l'immeuble, j'ai croisé Madame Vernet du 3e. Celle qui sait tout sur tout avant le syndic lui-même. Elle m'a regardé avec ses yeux de chouette administrative. « Tiens, on ne vous voit plus beaucoup, vous et Claire. » J'ai souri. On teste la distance sociale, version conjugale. Elle a pouffé, puis a baissé la voix. J'ai croisé votre femme plusieurs fois ces derniers temps, avec un homme brun. Pas vous. Enfin, je ne me mêle pas des affaires des gens. Phrase française classique qui précède toujours exactement l'inverse. J'ai hoché la tête. Bien sûr, personne ne se mêle jamais de rien dans cet immeuble. Elle m'a touché l'avant-bras avec une compassion de copropriété et a ajouté « Ils avaient l'air, comment dire, très habitués. » Très habitués. J'ai remercié. Et cette petite formule m'a suivi jusqu'au métro comme un parfum mauvais. Pas un écart, pas une improvisation, une habitude, donc une histoire installée. Le soir, Claire m'a enfin appelé. Je regardais la scène en visio avec un client parisien depuis ma chambre d'hôtel. Ironie moderne. Elle a laissé 2 messages. Pas un de plus. Le premier était sec. On doit parler comme des adultes. Le second plus glacial. Je n'aime pas ce que tu racontes à tes amis. J'ai écouté ça une fois, puis j'ai ri tout seul. Même maintenant. Elle essayait de gérer sa réputation, avant la vérité. J'ai rappelé plus tard. Elle a décroché au bout d'une sonnerie, comme si elle attendait depuis des heures. « Tu comptes rentrer quand ?» Elle a demandé. Pas bonsoir, pas comment tu vas. Directement le retour du mobilier humain. Quand j'aurai compris combien de temps tu m'as pris pour un idiot. Silence, puis ce ton qu'elle prenait au téléphone avec les fournisseurs incapables. Tu fouilles dans mes affaires maintenant. J'ai regardé le plafond. Donc j'ai raison. Elle a expiré. Marc avait des problèmes financiers. Je l'ai aidé. Ça n'a rien à voir avec nous. Cette phrase aurait presque été recevable si elle n'avait pas été servie au milieu des mensonges, de l'hôtel, des rendez-vous et de la clé cachée comme une relique sentimentale. Tu lui as donné notre argent ? J'ai dit « Non, mon argent aussi ». Elle a corrigé aussitôt, réflexe révélateur. Le nous était mort, remplacé par 2 comptabilités concurrentes. Tu comprends rien, Julien. Avec toi, tout est contrat. Tableau Excel, sécurité. Lui avait besoin de quelqu'un de vivant. Vivant. J'ai répété ce mot en silence. Fascinant comme les infidèles transforment toujours leur propre chaos en poésie. Et moi, j'étais quoi ? Un prélèvement automatique avec des chemises repassées. Elle n'a pas répondu, ce qui valait aveu, puis elle a lâché quelque chose que je n'attendais pas. Quelque chose de si bête que ça m'a presque soulagé. Je croyais que j'avais encore le temps de choisir. Là, enfin, nous y étions. Elle ne m'avait pas trompé parce qu'elle était perdue. Elle m'avait gardé pendant qu'elle essayait autre chose, comme on conserve un abonnement utile au cas où le nouveau service déçoit. J'ai senti le dégoût me traverser,
avec une clarté magnifique. Tu ne choisissais pas entre deux hommes. Claire, tu gérais deux sécurités. Elle a tenté de me couper, mais j'avais fini. Garde ton discours pour quelqu'un qui te croit encore. J'ai raccroché, puis j'ai fait ce que font les gens calmes quand ils sont enfin au bout. J'ai pris rendez-vous avec la banque, avec un notaire recommandé par Romain, et avec un commissaire de justice pour dater certains documents si nécessaires. Je n'avais aucune envie de faire une guerre, mais j'allais au moins empêcher qu'on m'y envoie en pantoufles. Le lendemain matin, en ouvrant ma boîte mail personnelle, j'ai découvert un message venu d'une adresse inconnue, sans formule, sans signature, juste une pièce jointe et une phrase. Vous devriez savoir à qui votre femme a réellement prêté de l'argent. J'ai ouvert le document, et la première ligne m'a coupé net. Marc Delmas n'était pas seulement fauché, il était déjà marié, depuis 3 ans, et sa femme s'appelait Élodie, enceinte de 6 mois. J'ai relu le document 3 fois, pas parce qu'il était compliqué, mais parce que certaines informations ont le mauvais goût d'être limpides. Extrait d'état civil, capture d'un registre d'entreprise, photo d'un faire-part médical, Marc Delmas, marié, et pas dans le sens poétique, légalement, officiellement. Avec une femme enceinte de 6 mois pendant qu'il jouait les naufragés romantiques, avec Claire, là, j'ai cessé de voir un triangle. C'était une salle d'attente entière, chacun tenant son ticket, en croyant être prioritaire. J'ai regardé l'adresse mail inconnue, rien d'identifiable, juste un envoi propre, presque charitable. Quelqu'un, quelque part, avait décidé que je méritais de sortir du brouillard. J'ai transféré le tout à Romain, qui m'a rappelé dans la minute. « Bon, ton rival n'est pas un amant tragique. C'est un centre commercial de mensonges. » J'ai répondu « Tu trouves toujours les mots qu'il faut. » Puis, j'ai fait ce que je n'aurais jamais imaginé faire, 1 mois plus tôt. J'ai contacté Élodie, sa femme. Pas par goût du drame, par hygiène. Je lui ai écrit un message simple, sans adjectif, sans vengeance, juste les faits, et mon numéro si elle voulait vérifier. Elle a répondu 2 heures plus tard. On peut se voir aujourd'hui. Nous nous sommes retrouvés dans un café, près de la gare de Vèze. Un lieu neutre, lumière triste, table trop proche, parfait pour disséquer sa vie sans décor. Élodie est arrivée en manteau beige, visage épuisé, élégance calme, ce qui m'a immédiatement rendu Claire encore plus étrangère. Elle s'est assise, a posé son téléphone sur la table, et m'a dit « Je sais déjà une partie. Je n'avais pas la totalité. » Ensuite, nous avons échangé nos preuves, comme 2 comptables d'un naufrage. Elle avait des messages, des absences, des mensonges sur des rendez-vous. Moi, j'avais les virements, l'hôtel, la clé, le prêt. Plus nous parlions, plus le vernis, grand amour retrouvé, se fissurait. Marc demandait de l'argent à Claire. Et Claire mentait à tout le monde pour maintenir l'illusion qu'elle vivait quelque chose d'exceptionnel. En réalité, elle finançait un homme marié qui recyclait son charme comme une vieille arnaque. Élodie a eu un rire sec. Il lui disait sûrement qu'elle seule le comprenait. J'ai répondu, mot pour mot. Nous sommes restés silencieux 1 seconde. Pas alliés, pas amis, juste 2 adultes fatigués, devant la médiocrité d'autrui. Le soir même, Claire m'a appelé, voix tremblante cette fois. Première nouveauté, depuis des semaines. Tu as parlé à quelqu'un. Elle a dit, pas une question, un reproche. J'ai regardé la ville, depuis la fenêtre de l'hôtel. Oui, à des gens qui avaient aussi droit à la vérité. Elle a respiré trop vite. Tu n'avais pas le droit. J'ai presque souri. Intéressant concept, venant de toi. Elle a alors craqué. Enfin, pas dans un grand sanglot de cinéma. Non, pire, dans la panique nue des gens qui découvrent que leur double vie dépendait surtout du silence des autres. Marc m'a menti aussi, Julien. Je ne savais pas pour sa femme, je te jure. J'ai fermé les yeux. Voilà donc sa défense. Elle n'était pas loyale. Elle était seulement moins informée que prévu. Tu veux une médaille pour avoir été trompée pendant que tu me trompais ? Ai-je demandé. Elle s'est mise à pleurer, et c'était la première fois depuis notre rupture. Pas quand je suis parti, pas quand j'ai découvert les virements, pas quand 8 ans ont explosé. Non. Maintenant, quand son histoire perdait son romantisme.
Je me suis perdu. Elle a murmuré. Phrase classique. Très utile. Ne nettoie rien. Non, Claire. Tu t'es autorisé. J'ai répondu. Long silence. Puis elle a dit qu'elle voulait me voir. Une dernière fois, formule suspecte. Mais j'ai accepté. Pas pour sauver quoi que ce soit. Pour fermer la porte correctement. Nous avons fixé ça au samedi, dans notre appartement. Et quand j'ai raccroché, je pensais être prêt à tout entendre. J'avais tort, parce que le samedi, en ouvrant la porte, je l'ai trouvé dans le salon, seul, pâle, et sur la table, il y avait un dossier bleu. Mon dossier bleu, celui qui contenait les papiers de la donation de mon père, des documents que personne n'était censé toucher, sauf qu'elle les avait déjà ouverts. Et son premier mot a été « Julien ». Je peux tout expliquer, ce qui, en général, annonce exactement l'inverse. Je suis resté debout dans l'entrée, le manteau encore sur le dos, à regarder ce dossier bleu comme on regarde une fuite de gaz, sans flamme, mais avec la certitude que tout peut sauter. Claire avait les mains serrées, l'une contre l'autre, ce qui chez elle tenait lieu d'effondrement. D'habitude, elle argumentait, elle corrigeait, elle retournait les phrases comme une avocate de série moyenne. Là, elle avait surtout l'air d'une femme qui découvrait enfin le prix exact de ses improvisations. Tu peux tout expliquer. Vraiment. C'est formidable. Parce que jusqu'ici, tu m'avais surtout proposé des slogans. J'ai dit, elle a baissé les yeux, puis elle a lâché la vérité par morceaux. La plus vieille méthode des gens qui espèrent que le détail sera moins laid que l'ensemble. Marc savait que mon père m'avait laissé une somme importante. Pas extravagante, mais propre, stable, placée intelligemment. Il savait aussi que je gardais ça hors de nos conversations mondaines. Claire le lui avait dit, au début, sans penser à mal, selon cette formule magique qui excuse tout sauf la bêtise. Puis Marc avait commencé à parler d'un projet, une reprise d'activité, un montage provisoire, un besoin de garantie. Et Claire, dans son délire de sauveuse supérieure, avait envisagé de prendre des informations dans mes papiers pour voir ce qui était possible. Je l'ai regardée sans un mot. Elle s'est précipitée. Je n'ai rien signé, Julien. Je te jure, je n'ai rien pris. J'ai répondu, tu as quand même ouvert un dossier personnel pour aider l'homme avec qui tu couchais à évaluer ce qu'il pouvait tirer de mon existence. Nuance. Elle s'est mise à pleurer pour de bon. Mais il était trop tard pour l'émotion. Trop tard de plusieurs mensonges, de plusieurs virements, de plusieurs nuits. Elle a essayé une dernière carte, celle du mois écoulé. Quand tu es parti, il a disparu. Il m'a bloqué. J'ai compris que j'avais tout détruit pour quelqu'un qui se servait de moi. Et toi, tu ne m'as même pas appelé. J'ai eu un petit rire, sec, presque poli. Pardon de ne pas avoir pris des nouvelles de la personne qui testait deux vies en parallèle. Elle a levé vers moi un visage défait. « Je t'aime, Julien. » J'ai pensé à cette phrase, à sa ponctualité douteuse, à sa soudaine apparition après l'échec, à son sens pratique surtout. Non, Claire, tu aimais que je sois là. Ce n'est pas pareil. Silence. Le vrai. Celui qui laisse enfin les mots mourir sans assistance. J'ai pris le dossier bleu. Je l'ai remis dans mon sac. Puis je lui ai dit calmement que j'avais lancé la procédure. Séparation, compte, appartement, tout, proprement, légalement, sans théâtre. Son visage s'est vidé. Tu ne peux pas jeter 8 ans comme ça. Cette fois, j'ai souri franchement. Je ne jette rien, je range. C'est toi qui as tout renversé. Elle a fait un pas vers moi, puis s'est arrêtée en voyant que je reculais déjà. Alors elle a murmuré « On pourrait recommencer ». J'ai ouvert la porte. On ne recommence pas un incendie, Claire. On évite juste de reconstruire dessus. Je suis parti sans me retourner. 1 mois plus tard, elle m'a retrouvé à la sortie de mon bureau. Manteau noir, yeux fatigués, dignité de dernière minute. Elle m'a supplié, vraiment, de lui laisser une chance, de ne pas finir notre histoire comme ça. Je l'ai écoutée jusqu'au bout, par correction. Puis j'ai répondu, calmement, « Notre histoire ne se termine pas comme ça. Elle s'est terminée le soir où tu m'as regardé dans les yeux pour me dire que ce n'était qu'un rendez-vous. » Elle a compris à mon ton que c'était fini. Enfin,
Fini. Pas la version dramatique, la version adulte, irréversible. Je l'ai laissé sur le trottoir et j'ai repris ma route. Depuis, je vis seul, je dors mieux. Je fais mon café trop fort. Je prends le TER certains week-ends, juste pour changer d'air. Et il m'arrive encore de repenser à cette soirée. Non avec douleur, avec précision, parce qu'au fond, le pire n'a pas été qu'elle me trompe. Le pire, c'est qu'elle ait cru que je resterais après m'avoir vu comprendre. Là-dessus, elle m'avait vraiment mal connu.